Bonjour. Bonjour. Pour notre cinquième entretien consacré à votre livre Une histoire de la musique en Suisse, j'aimerais que nous abordions le premier chapitre intitulé Les sources. Oui, en effet, c'est important. On aurait peut-être dû commencer par là, mais au fond, ce livre, on peut le prendre par tous les bouts, je crois. En tout cas, c'est ce que m'ont dit certains de mes premiers lecteurs. Pour autant, les sources, ça me permet de faire le lien avec notre entretien précédent qui était consacré à Fabian Müller, qui justement est un compositeur qui inscrit son langage dans ses sources. Alors, qu'est-ce que ça veut dire les sources? Toute musique savante, alors c'est un concept un peu pédant, mais peut-être on va dire toute musique écrite ne sort pas d'un chapeau. Elle doit à un patrimoine très ancien, à partir duquel elle va tisser des liens et créer des variations, thèmes et variations. Le thème originel, en Suisse plus particulièrement, s'appelle le folklore sonore. Et ces sources, on peut les identifier à partir du moment où on introduit plusieurs notions. D'abord celle de mythe, parce que finalement, toute culture plonge ses racines dans le mythe, dans les symboles qui en découlent. Et pour ce qui concerne la Suisse, je pense que c'est assez évident, même si aujourd'hui, une sorte de rationalisme un peu sec tend à évacuer cette dimension émotive. Les sources, c'est le mythe en tant que tel, l'histoire telle qu'elle se forge au fur et à mesure de la construction d'un pays, mais aussi sa poésie, bien sûr, sa relation au paysage, et bien entendu sa musique. Sa musique, d'abord, qui est orale, en l'occurrence musique des alpages en Suisse, pays de montagne, et qui est dans l'imagination d'un peuple associée à, pour ce qui concerne la Suisse, le fameux Wilhelm Tell. Alors je pense qu'on pourra en reparler de cette figure éminente, très discutée, très controversée, très chahutée dans un entretien suivant. Mais pour l'instant, c'est vrai que j'assiste sur ce symbole sonore de ce Guillaume Tell, de ce Wilhelm Tell, tel que d'ailleurs il apparaît sur la couverture à travers le tableau magnifique de Ferdinand Hodler, où on le voit ici presque, alors ça c'est moi qui l'interprète de cette façon, en train d'entonner un yodel ou un Beethoven, enfin un chant des origines alpines. Donc, à partir du moment où vous avez reconstitué le puzzle de ces sources, le mythe, l'histoire, l'art et toutes ces productions poétiques, musicales, picturales, puis littéraires, vous pouvez retrouver l'image et le son. Et c'est pourquoi j'ai passé beaucoup de temps sur ce chapitre qui n'est pas si simple parce qu'aujourd'hui on a avec justement ce positivisme exacerbé, un peu tendance à se moquer de tout ça. Alors, il faut trouver la voie centrale en quelque sorte, ni une sorte de nostalgie un peu nationaliste, on va dire, qui va vers des sentiers que je n'emprunte pas, ni le refus de tout ça, c'est-à-dire l'évacuation de ce qu'on appelle le folklore, qui est un mot anglais d'ailleurs, folklore, hein, de William Thoms, qui a été l'auteur, le concepteur de ce mot, qui signifie savoir du peuple, et qu'il s'agira là bien de distinguer du folklorisme. Et alors là, je reprends des travaux d'éminents ethnomusicologues suisses qui ont bien fait la distinction, que je signale d'ailleurs dans ce chapitre,
entre le folklore qui est inné, qui est spontané, qui arrive en fonction de relations émotives entre l'intérieur et l'extérieur, et puis le folklorisme qui est une sorte de succès d'année, le folkloristique, on pourrait dire aussi, qui n'est pas forcément négatif, mais qui a une façon plus sentimentale, disons, d'aborder la question des origines et de ses sources. Étant donné que j'ai aussi écrit des livres en hymnologie, c'est-à-dire pour ce qui concerne les sources des mélodies précisément, je suis très attentif à cela et je ne peux pas aborder une histoire de la musique écrite ou savante en éliminant complètement cet apport, ce fondement, cette base qui permet ensuite de comprendre pourquoi tel compositeur va s'inscrire dans ce chemin ou pourquoi il ne s'y inscrit pas intellectuellement en refusant d'écouter son esprit d'une certaine façon. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, effectivement, j'ai considéré que Fabian Müller est un compositeur essentiel dans le contexte de ma recherche. Voilà. Bien sûr, on peut encore discuter sur ce qu'est un mythe, ensuite ce que sont des contes, des légendes, et j'essaye de montrer, en cheminant tranquillement dans ce chapitre, que j'ai eu un plaisir extraordinaire à rédiger, comment toutes ces nuances peuvent nous aider à comprendre une culture, que, encore une fois, je distingue bien d'une civilisation. Et alors, pour conclure cet entretien, je voudrais juste signaler un conte que j'ai transcrit, que j'ai reproduit dans ce chapitre, à propos de la création du corps des Alpes. Et bien entendu, le corps des Alpes n'a pas du tout été conçu dans les conditions narrées par la tradition orale inhérente à ce conte, mais c'est très beau parce que ça montre bien que cet instrument a aussi une valeur symbolique en tant que tel. Et le récit du jeune Hess, le berger qui doit choisir entre trois propositions, le choix juste, en l'occurrence, qui aboutira à ce qu'il soit capable de jouer de cet instrument et ainsi de conserver sa relation non seulement au paysage, mais à tous les êtres qui peuplent ce paysage. Alors je vous laisse découvrir ce récit qui est très émouvant et qui, à mon sens, en dit long sur ce qu'est la musique suisse. Voilà pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Et merci.